Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je crois que oui. Euh, En fait, la présentation d'aujourd'hui sur le véhicule aux multiples intelligences. L'objectif de la présentation, ce n'est pas une présentation hyper technique, c'est vraiment une présentation qui vise un peu à éveiller nos sens face aux différentes opportunités d'affaires dans le domaine véhiculaire. Euh, Puis on va voir que c'est pas très, très technique. On s'en vient sur l'heure du dîner. On va essayer de garder ça léger. J'espère que tout le monde va nous comprendre. Pourquoi on fait cette présentation-là? C'est parce que pour la plupart des gens qui rentrent dans le domaine véhiculaire, quand on pense aux véhicules intelligents, la conduite autonome, il y en a plusieurs qui s'imaginent un gigantesque ordinateur central avec une intelligence artificielle qui sait tout, quelque chose qui peut ressembler à ça, là, quelque chose de très centralisé, très concentré, un méga brain accessible uniquement aux entreprises, au Google de ce monde ou au Apple de ce monde qui travaillent sur le véhicule autonome. Ce genre de méga brain-là, dans le fond, il existe présentement, puis pour la plupart des véhicules intelligents de test, ça ressemble à des coffres d'auto qui sont très, très semblables à celui-là. Mais dans les faits, présentement, l'intelligence de l'automobile, ce n'est pas nécessairement un cerveau hyper centralisé. C'est beaucoup plus quelque chose où il y a plusieurs domaines d'application distincts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs choses à faire qui demandent de l'intelligence pour être capable de conduire un véhicule, pour être capable de supporter le conducteur dans le véhicule. Il y a aussi plusieurs niveaux d'intelligence dans le véhicule, plusieurs niveaux d'autonomie. On pourra peut-être en discuter. C'est assez connu dans le domaine véhiculaire, là, de l'assistance au conducteur qui va allumer une petite lumière jusqu'à la conduite autonome qui va vous rendre de Québec à Montréal sans toucher le volant. Il y a des distinctions. Mais il y a surtout plusieurs choses à faire qui demandent du traitement de l'information avant de se rendre au véhicule totalement intelligent. Puis souvent, l'intelligence va être appelée à se retrouver plus proche des applications, plus proche des capteurs, plus proche des différents points d'intervention zonales dans certains cas. Donc, il y a plusieurs centres de traitement de l'intelligence. Il y a plusieurs applications de l'intelligence artificielle, puis de toutes les variations de ça sur le marché. Puis ce qui est intéressant pour les entrepreneurs de petites et moyennes entreprises au Québec, c'est que cette fragmentation-là de l'intelligence, le fait qu'il y ait plusieurs applications distinctes, bien, chacune de ces applications-là, c'est une opportunité de marché, c'est une niche dans les marchés qui est facile relativement à pénétrer pour les entrepreneurs. Fait que le but, dans le fond, de la présentation, c'est peut-être plus de présenter ces niches-là et puis de présenter certaines des niches qui sont existantes, puis d'éveiller vos sens aux différentes opportunités qui peuvent se présenter. Il y en a d'autres. Puis c'est certain qu'on peut être très, très créatif par rapport à ça. Dans la vraie vie du véhicule, par exemple, juste au niveau de la perception véhiculaire, puis on parle uniquement de la perception de l'environnement. Ça, c'est un diagramme classique dans le domaine de l'automobile. On voit qu'il y a plusieurs centres de perception avec plusieurs applications, que ce soit vraiment le cruise control adaptatif,
jusqu'à l'avertissement de collision latérale, etc., etc. Il y a déjà plusieurs, juste au niveau de la perception véhiculaire, il y a déjà plusieurs capteurs autour du véhicule. Dans certains cas de véhicules expérimentaux, on voit jusqu'à 24 caméras et puis des radars, des lidars et des choses comme ça. Donc, si on parle uniquement de la perception. Ça fait qu'on voit que le marché est extrêmement fragmenté. Puis il y a beaucoup de capteurs, beaucoup de sens qu'on donne, que le véhicule a par rapport à nos 5 sens ordinaires, humains pour être capable d'automatiser puis d'améliorer la fiabilité aussi de la perception. Présentement, on voit dans les médias, ça commence à se calmer, mais il y a eu des débats assez importants dans le domaine du développement de véhicules autonomes entre le edge computing ou centralized computing. On a certaines compagnies, on parle d'NVIDIA ou tout ça, qui ont fait beaucoup la promotion initialement d'une unité de traitement centrale, le diagramme de gauche, qui va traiter l'ensemble des informations de l'ensemble des capteurs pour amener puis on parle souvent là, de plusieurs couches de perception, c'est-à-dire entre la perception, la synthèse ou la compréhension jusqu'à la décision pour centraliser ce traitement-là. Naturellement, le problème dans un véhicule, le principal problème de l'intelligence centralisée, c'est que si on a, par exemple, puis on parlait juste de perception, 24 caméras haute résolution, des radars, des lidars, qui envoient tout leur data stream en binaire sans aucun traitement à une intelligence centralisée pour gérer ça. Le problème de la bande passante qui est disponible, qui est requise, est quand même un problème assez important. Malgré qu'on a des nouveaux protocoles de communication très rapides dans le véhicule qui commencent à s'imposer, la bande passante reste un gros problème. Une des solutions, c'est d'aller vers une intelligence qui est distribuée, c'est-à-dire où chaque capteur ferait chacune de ces choses et puis il ferait le plus de traitements possible. Par contre, au niveau de l'intelligence distribuée, à un moment donné, c'est quand vient le temps de prendre une décision, le capteur lui-même n'est pas capable de prendre une décision. Il a besoin d'un contexte. On a besoin de communication entre les véhicules. Il y a eu un débat qui était très polarisé il y a quelques années entre le edge computing, le centralized computing, qui était beaucoup alimenté, dans le fond, par la plupart du temps les manufacturiers de processeurs d'unités de traitement et tout ça, qui favorisaient quand même un certain traitement centralisé. Mais on s'aperçoit que, dans le fond, la solution, c'est une approche hybride où il va y avoir des processeurs périphériques qui vont faire l'acquisition des données, une première interprétation des données qu'ils acquièrent. Puis au niveau du processeur central, les couches de traitement supérieures, c'est-à-dire de déterminer le contexte, de faire la fusion des informations des différents capteurs, l'évaluation des scénarios, puis la prise de décision, puis la gestion des actions vont se faire plus au niveau d'un processeur central. En passant, petite parenthèse pour ceux qui vont vouloir recourir à la présentation un peu plus tard. Au bas de chaque page, dans le fond, il y a un lien qui est fourni, qui alimente un peu ou qui va rentrer un peu plus dans le détail de la présentation. Mais tout ça pour dire que, suite en partant au niveau de l'intelligence décentralisée, ce que ça veut dire pour les entrepreneurs aussi, c'est qu'on a avantage à regarder des traitements logiciels qui vont être aussi embarqués dans les capteurs pour
faciliter la gestion ou les protocoles, et puis faciliter la communication, pré-traiter la donnée avant de l'envoyer dans un processeur central. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que ça offre un modèle de distribution de notre savoir qui est quand même assez intéressant de voir qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être immédiatement intégré dans l'écosystème centralisé d'un gros manufacturier ou d'un NVIDIA ou d'un Google, par exemple. D'un autre côté, puis un exemple de ça, présentement dans le marché, il y a encore des débats sur comment les processeurs vont être distribués, mais il y a certains manufacturiers de processeurs de plus petite taille, par exemple, qui offrent ou qui présentent des approches où les capteurs et les réseaux vont être zonés versus orientés en fonction des applications, c'est-à-dire le sensing ou whatever. Il y a encore des débats, mais on voit que le débat sur la distribution de l'intelligence dans le véhicule est en train plus de s'orienter vers une solution mitoyenne entre un capteur hyper intelligent dans chaque senseur ou un gros capteur centralisé. Puis un exemple, j'arrive du monde du lidar dans le domaine de l'automobile. Je vais donc donner un exemple dans le domaine du lidar. Mais le lidar, comme capteur, par exemple, ce que ça retourne, c'est un nuage de points. Ça fournit une image 3D de l'environnement immédiat. Puis, c'est des images qui sont à très haute résolution, qui demandent beaucoup d'interprétation. Puis, une grande partie de l'information qui est produite, les points sur la route ici, les points des arbres, etc., n'apportent pas vraiment d'information ou de contexte pour l'aide à la décision quand il vient le moment de faire de la navigation informatisée ou de faire de l'évitement de collision. Puis ça surcharge effectivement les systèmes. J'ai déjà des ingénieurs de compagnies automobiles qui nous disaient que dans leurs interfaces ou dans leur système de navigation, par exemple, ils prenaient la sortie des lidars puis ils décimaient par le facteur 10 les nombres de points. Pour être capable de les traiter dans leur système. Si on regarde par contre les besoins réels, quelle est l'information qui est nécessaire à la prise de décision de la part d'un lidar? Ben, si on fait de l'évitement de collision, le but du lidar, c'est de déterminer s'il y a quelque chose en avant, si dans les prochaines secondes, c'est-à-dire le temps que je me rende là, cette situation-là risque de changer. Ça veut dire que pour chacun des points qui sont là, il faut qu'on soit capable d'identifier quels sont les objets. Je n'ai pas besoin pour prendre une décision de savoir quels sont les points. J'ai besoin de savoir quels sont les objets, de savoir c'est quoi ces objets-là, d'estimer à quelle vitesse ces objets-là bougent. Puis la dernière étape, si je suis capable de le faire, c'est d'estimer aussi c'est quoi la probabilité que cet objet-là change de direction le temps que je me rende là où je veux me rendre. C'est évident que les points d'un arbre, une fois qu'ils sont identifiés et classifiés comme un arbre, on sait que l'arbre ne bougera pas. Un vélo ou un véhicule bouge rarement de 180 degrés en dedans des 3-4 secondes qu'on a besoin pour se rendre, ou qui couvre la distance, dans le fond, perçue par le capteur. Un piéton, lui, par contre, peut décider soudainement de changer de direction de 90-180 degrés, il n'y aura pas de problème. Puis pour les autres capteurs qui sont dans l'écosystème véhiculaire, que ce soit des caméras, des radars, des sonars, l'information dont j'ai besoin, c'est exactement la même information. Je veux savoir c'est quoi les objets qui sont en avant de moi, à quelle vitesse ils vont, puis est-ce qu'il est possible qu'ils changent de direction dans un avenir approché. C'est ça qui est l'information qui est nécessaire à la prise de décision.
quand on fait le design d'un système de perception véhiculaire, donc l'information sur les points d'un point cloud LiDAR est tout à fait inutile au niveau central pour prendre la décision. On peut ramener une grosse partie de ce traitement-là et de cette intelligence-là au niveau du capteur ou près du capteur, de façon à ce qu'on puisse même, en certains contextes, uniformiser la communication avec l'ensemble des capteurs. Je peux demander au LiDAR, qu'est-ce que tu as vu, à quelle vitesse ça va, etc., etc. Je peux demander à la caméra qu'est-ce qu'elle a vu, à quelle vitesse ça va, puis uniformiser les traitements sur l'ensemble des capteurs de perception, par exemple. Ça, c'est un exemple dans le domaine de la perception, c'est-à-dire qu'on peut le faire pour un paquet d'autres applications, mais l'idée, c'est de rendre aussi chacun des capteurs dans le véhicule beaucoup plus intelligent pour diminuer la charge de travail, faciliter puis harmoniser, dans le fond, la charge de travail au niveau perceptuel dans les couches qui vont suivre de la navigation assistée. Puis la navigation assistée, ce n'est pas la seule application. Ce qui est intéressant pour nous comme entrepreneurs, c'est qu'il faut qu'on voit que la perception dans les véhicules ou l'intelligence dans les véhicules, l'interprétation de contexte qui peut demander de l'intelligence artificielle, elle se passe à plusieurs niveaux présentement. Les niveaux hauts ou les niveaux intéressants où il y a des choses qui se font qui ne sont pas directement reliées à la navigation autonome ou à la conduite autonome. Il y a la surveillance du conducteur. On va tous les regarder dans le détail un petit peu plus tard, où il y a plein de choses qui se passent présentement. Toutes les interfaces utilisateurs sans contact qui vont demander de la reconnaissance de gestes, des interfaces conversationnelles, des trucs intéressants comme la suspension active prédictive qui va estimer la condition de la route, qui va déterminer s'il y a des trous qui s'en viennent pour ajuster la suspension, l'éclairage intelligent pour diminuer l'illumination ou l'éblouissement des autres utilisateurs de la route, la gestion de la consommation électrique. Juste vous donner une couple d'exemples justement au niveau de la surveillance de l'attention du conducteur. En fait, plutôt de la distraction du conducteur, c'est devenu un sujet très, très hot parce que quand on arrive à des plus hauts niveaux d'autonomie du véhicule, si on regarde les niveaux SAE, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, on va pouvoir en parler un petit peu plus loin. En fait, entre l'avertissement du conducteur qu'il faut qu'il arrête et la conduite entièrement autonome, il y a un paquet de modèles où le véhicule va fonctionner de façon semi-autonome, mais doit passer le contrôle au conducteur au moment où il y a des situations critiques qui doivent être faites. Mais pour ça, ça demande que le conducteur soit attentif à ce qui se passe sur la route. Donc, l'analyse de l'attention du conducteur est devenue super importante pour assurer ces niveaux d'autonomie-là du véhicule. Toute la problématique de quand est-ce qu'on redonne le contrôle au conducteur est basée là-dessus. Ça demande d'avoir un paquet de techniques relativement classiques d'analyse d'images qui sont basées sur du machine learning, direction du regard, temps de fermeture des yeux, la posture de la tête, dans certains cas même l'humeur. Quelqu'un qui est fâché et qui se chicane à l'auto va peut-être être moins intéressé. Mais ce qu'on va voir va être moins capable de reprendre le contrôle. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a un paquet de petites compagnies, je vous ai donné des exemples, des noms, qui ne font que ça, qui font de l'analyse de l'humeur ou de l'attention du conducteur. Noto, Cipia sont deux entreprises, entre autres, là, qui sont assez présentes dans ce domaine-là, mais il y en a honnêtement beaucoup, beaucoup. Quand on parle du conducteur aussi,
on a un autre niveau qui est l'analyse de la performance du conducteur. C'est-à-dire que de savoir si le conducteur garde ses distances par rapport au véhicule en avant, de savoir à quelle vitesse il accélère, à quelle vitesse il freine, quels sont les points chauds dans ses trajets. C'est des informations qu'on va accumuler et puis qu'on va analyser beaucoup pour, entre autres, être capable de juger de la sécurité du conducteur, de la sécurité d'une flotte. C'est beaucoup utilisé, entre autres, par les compagnies d'assurance pour évaluer les primes, les risques, etc., qui viennent avec ça. On est rendu loin des premiers systèmes, en fait, là, de gel-notes qu'on voyait, qui étaient annoncés il y a quelques années de nos compagnies d'assurance québécoises qui ne se fient que sur le trajet puis l'heure à laquelle on le prend. Là, on évalue vraiment jusqu'à justement, est-ce que le conducteur a tendance à coller trop proche, combien il y a de passé proche en termes d'accidents, etc., etc. Puis, on est capable d'évaluer ce risque-là. Les compagnies qui le font, je prends l'exemple de CarVie, par exemple, sont un peu dans le temps qu'à y être, où on va faire le mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on va fournir aux compagnies d'assurance l'analyse de la performance de leurs conducteurs et de leur flotte. Mais tant qu'à y être, étant donné qu'on le sait qu'il y a du danger ou que le conducteur a des comportements dangereux, on va aussi fournir un système d'assistance directe au conducteur pour lui dire, écoute, là, tu es trop proche, moi, je passerai par là plutôt qu'à telle place. Aujourd'hui, ça va être moins dangereux, puis des choses comme ça. C'est un domaine intéressant où il n'y a pas nécessairement tant de compagnies, en fait, qui se sont lancées dans ces niches-là, parce que c'est des niches, parce que c'est des niches aussi qui sont beaucoup moins visibles présentement. Disons, dans les médias, on parle beaucoup de la conduite autonome, là, mais ça, c'est des niches où il y a beaucoup justement d'applications d'intelligence artificielle qui gagnent à être exploitées. On a toutes les vagues on commence à avoir des produits chez BMW et des autres où il y a des interfaces sans contact, où certaines gestuelles, par exemple, en face de la console, vont servir à changer de canal, augmenter la température, baisser, monter le volume de la radio. Et puis, c'est tout à fait justifiable parce que nos gros écrans qui sont maintenant déployés dans les véhicules, c'est une distraction pour le conducteur. Pendant qu'on regarde un écran, on ne regarde pas la route. Puis, par exemple, à 60 km/h, une seconde de distraction, c'est 20 mètres de déplacement, c'est amplement pour faire un accident. Les capteurs utilisés pour ces interfaces-là, souvent, c'est des caméras, des petits lidars pour avoir la perception 3D du type de ceux qu'on trouve dans des iPhones. Ce qui est intéressant de ces applications-là, c'est qu'au niveau de l'implantation physique, on est rendu au stade où il y a beaucoup de compagnies qui vont fournir les composants électroniques qui sont nécessaires pour leur implantation. On n'est pas dans la grosse science-fiction. Je vous donne l'exemple de Microchip qui fournit des chipsets, dans le fond, pour faciliter la communication. Le défi, c'est la perception gestuelle dans le véhicule. Le défi, après ça, c'est justement de faire une interprétation juste de cette perception gestuelle-là. De la même façon, au niveau de l'assistance et de la réduction de la distraction du conducteur, on a des interfaces conversationnelles qui commencent à se développer aussi, beaucoup plus, qui sont très semblables à ce qu'on utilise avec les Google et Alexa de ce monde.
Mais encore là, pour diminuer le besoin, pour garder les yeux du conducteur sur la route, il y a beaucoup de nouvelles applications qui se développent. Dans le véhicule, c'est évident qu'il y a des contraintes intéressantes à surmonter au niveau de ces interfaces-là, qui sont beaucoup plus reliées au contexte véhiculaire, qui sont reliées aussi beaucoup au bruit, à la gestion du bruit ambiant, etc., etc. Puis, je donne à titre d'exemple Sapientex, là, qui commence à commercialiser des applications dans ce type-là, dédiées aux véhicules, qui commencent à être intégrées dans des véhicules, mais c'est un exemple parmi d'autres. Une des places où il y a encore dans le domaine de l'intelligence artificielle des trucs intéressants qui se passent et à surveiller, c'est au niveau de la suspension active prédictive. On sait qu'on commence à avoir la suspension active est déjà là. L'idée, c'est d'être capable de voir encore plus, de voir un peu plus loin dans le temps, en fait, pour adapter encore mieux la perception de la suspension. Puis l'ajustement, ajuster la suspension en fonction non seulement des trous, des routes, des bosses, etc., mais des conditions de route. Il y a deux approches, en fait. Il y en a qui sont basées très, très sur la surveillance de la route, où on va utiliser des lidars ou des caméras à très haute résolution à courte distance du véhicule pour spotter les trous. On va utiliser des capteurs d'humidité, de température pour surveiller la pluie, la glace, la neige sur la route. Il y a une autre approche qui est beaucoup plus basée sur, disons, le nuage. On va utiliser il y a un mix de cartes, de cartographie, dans le fond, des difficultés de la route par du GPS, puis des informations sur la météo, etc., pour adapter la suspension aux différentes conditions. En termes de modèle d'affaires, je trouve ça intéressant de voir, par exemple, que des compagnies comme FKA en Allemagne, qui est une compagnie de développement logiciel, de consultants en développement logiciel, ont réussi à faire quand même des avancées intéressantes avec beaucoup de clientèle, justement, chez les manufacturiers automobiles allemands. On n'a pas besoin d'être des gros manufacturiers de matériel pour pénétrer dans le domaine automobile. De l'autre côté, il y a une Demobis aussi a annoncé justement, eux, un modèle de suspension active prédictive basé exclusivement pratiquement sur le GPS et sur la cartographie météo publiée. Je trouve ça intéressant. Il y a des projets pilotes, notamment en Estrie, où on commence déjà à utiliser les mêmes modèles de cartes et de GPS, plus des capteurs placés sur le bord de la route pour déterminer comment on va saler les routes. La suspension active prédictive, c'est un peu une extension des mêmes principes. Un autre domaine où il y a des applications commerciales qui se font présentement, c'est l'éclairage intelligent. Ce qui est intéressant dans les dernières années, c'est avec les éclairages OLED, les nouvelles technologies d'éclairage, on peut segmenter l'éclairage. Fait qu'on n'est plus juste au high beam, low beam, là, ou juste sur les hautes, sur les basses, mais on peut diminuer l'éblouissement du conducteur et ou des piétons qui sont sur la route, tout en gardant quand même beaucoup d'éclairage autour du piéton. Encore là, ça demande quand même une certaine intelligence, un certain traitement. Là. Il y a une grosse différence entre ne pas éclairer un arrêt d'autobus et puis ne pas éclairer un piéton. Il y a des choix à faire, puis c'est souvent, on a une mécanique perceptuelle
d'un certain côté qui est rendu quand même très, très avancé au niveau des caméras lidar et radar, etc., mais puis il y a aussi justement le fait que l'éclairage segmentable puis orientable est disponible. La capacité de traitement des véhicules aussi s'est beaucoup améliorée. Puis là, on va jouer dans des applications qui vont souvent utiliser un peu de surcapacité des unités de traitement. On a les CPU, pourquoi ne pas s'en servir? Ce qui est intéressant dans ce domaine-là, encore ce matin, je lisais un article qui nous disait que présentement, c'est quelque chose qui est commercialisé à grande échelle en Europe. Par exemple, aux États-Unis, pour des raisons réglementaires, présentement, ce pas des technologies qui sont déployées. Par contre, avec les nouveaux décrets environnementaux aux États-Unis, entre autres, de Biden, il y a des choses qui vont devenir possibles beaucoup plus rapidement. C'est à suivre, on va en voir beaucoup dans les prochaines années. Je vous ai laissé des liens vers, entre autres, Osram, Osram qui fait beaucoup plus les solutions d'éclairage qui s'appliquent à ça. Ella qui fait carrément l'éclairage intelligent pour les véhicules, qui a beaucoup de plateformes avec des approches très, très différentes d'une année à l'autre. C'est intéressant à suivre. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a parlé d'applications d'intelligence dans le véhicule, mais qu'au-delà de ça, le véhicule, il s'intègre maintenant dans un écosystème beaucoup plus large. Il y a quelques années, l'intelligence du véhicule était limitée au véhicule. Maintenant, il y a beaucoup plus de sources d'informations. Ça, c'est rendu possible justement par la disponibilité de protocoles radio comme le DSRC puis la venue du 5G qui permettent justement d'alimenter le véhicule de façon beaucoup plus fiable en information. On parle beaucoup de communication de véhicule à véhicule. Un véhicule qui voit un obstacle, par exemple, peut avertir les véhicules en arrière de lui de l'obstacle à venir, puis leur demander de ralentir. De véhicules à infrastructure. Souvent, on parle de capteurs qui peuvent être placés, par exemple, dans les blind spots ou au-delà du coin de rue pour dire non, il y a un véhicule d'urgence qui s'en vient, qui va avertir directement le véhicule, par exemple. Véhicule à piétons. C'est intéressant de voir qu'en milieu urbain, par exemple, il y a quelques années, Microsoft faisait la promotion d'une montre intelligente qui avait la capacité de parler aux véhicules sur la route. Donc, quelqu'un qui décide de traverser la rue, le véhicule serait averti, freinerait. C'est un démo super intéressant auquel j'ai assisté, par exemple, à Las Vegas. C'est évident que ça a des limitations, ce n'est pas la solution à tout. On ne demandera pas aux chevreuils et aux orignaux au Québec, par exemple, de porter une montre Microsoft, là. Mais c'est une application complémentaire. Puis les applications véhicules au cloud, bien, comme on disait tantôt, d'aller chercher la météo à un site donné, je suis rendu là, comment est-ce qu'il fait, est-ce que la route est déneigée, c'est quoi le niveau de glace? Il y a des applications où toutes les infrastructures autour vont alimenter le véhicule avec l'information qui est nécessaire pour l'assister dans sa conduite. À suivre dans les prochaines années, par contre, c'est justement la compétition entre les différents protocoles radio. Le protocole DSRC, par exemple, DSRC, par exemple, aux États-Unis est supporté par les gouvernements, commence à être déployé. Par contre, c'est un protocole qui est déjà un peu plus vieux, qui a des problèmes de latence, entre autres, et puis qui demande le déploiement de nouveaux équipements pour être utilisés. Les associations de manufacturiers automobiles, présentement, ont tendance à promouvoir les protocoles cellulaires 5G parce que les infrastructures vont être là beaucoup.
Par contre, ce n'est pas supporté présentement encore de façon efficace par la réglementation des différents gouvernements. Donc, il y a des débats à suivre, mais c'est aussi tous ces endroits-là, c'est des endroits où on a des opportunités de marché. Donc, en bref, ce qu'il faut faire attention comme développeur logiciel qu'on ne considère pas souvent dans le domaine automobile, c'est que l'intelligence artificielle a de la misère à s'implanter ou à s'affirmer dans la plupart des applications. Une des raisons, simplement, c'est qu'on est dans un domaine où la responsabilité civile est la plus importante, est super importante. Et puis, les méthodes de développement qui sont en place présentement s'appuient sur la capacité d'identifier clairement les raisons pour lesquelles quelque chose a cassé. Autrement dit, il y a un accident, je passe en cours, qu'est-ce qui s'est passé? Êtes-vous capable de m'expliquer pourquoi? L'apprentissage, le deep learning, malheureusement, c'est souvent des boîtes noires. Et puis, c'est difficile à rentrer dans ce contexte-là. Fait que le contexte de liability dans les environnements automobiles est super important. Heureusement, il y a des nouveaux standards qui se développent dans ce contexte-là. Je ne rentrerai pas nécessairement là-dedans parce que je sais qu'il y a d'autres conférences sur le sujet là, au niveau des tests et de la sécurité des fonctions. Mais c'est vraiment une des choses qui est les plus difficiles à rentrer présentement au niveau de l'intelligence artificielle, surtout quand on parle d'applications qui sont très, très, très proches de la sécurité. Plus on se rapproche de l'action, de la prise de décision ou de l'action, de rentrer des applications d'intelligence artificielle, présentement, c'est difficile. En conclusion, dans le fond, ce que je voulais surtout faire, c'est faire comprendre aux gens que le développement d'applications d'intelligence artificielle, il n'y en a pas juste une intelligence dans le véhicule, il y a plusieurs petites niches qui ont besoin de ces applications-là, qui sont des interfaces, qui sont des opportunités commerciales pour tout le monde. On a tendance à voir les compagnies automobiles comme étant des gros marchés à conquérir. Mais pour chacune de ces spécialités-là, il faut se rappeler que le groupe de recherche de Ford ou de GM ou de n'importe quelle compagnie automobile, c'est probablement une vingtaine ou une quarantaine de personnes. Pour une moyenne entreprise au Québec, souvent, on a une équipe qui est à peu près l'équivalent de la moitié ou même dans certains cas l'équivalent de l'équipe de recherche de Audi dans certains domaines. Donc, ce n'est pas nécessairement des si grosses conquêtes à faire si on comprend la culture de l'automobile, si on comprend justement les préoccupations qu'ils ont au niveau de la sécurité, du liability, de la fiabilité. On a vu plusieurs applications. Ce n'est pas toutes les applications. Je vous laisse le soin d'identifier vos niches. Mais le défi, c'est de comprendre, dans le fond, que ce n'est pas de la magie. Et puis, qu'il y a un paquet de belles opportunités, je pense, pour les firmes qui font du développement d'intelligence artificielle en capteurs et en plein d'autres domaines dans le domaine automobile. Sur ce, je vais prendre questions, problèmes, interrogations métaphysiques, informations complémentaires. Bonjour, il me semble peut avoir deux questions, donc merci beaucoup. Oui. Alors, je vais céder la parole